Nous sommes tous des Ukrainiens. Voilà ce qu'il déclarait le 9 février sur la place Maïdan à Kiev, symbole du mouvement de contestation qui a renversé Viktor Yanukovych. On l'avait vu auparavant à Benghazi pour inciter la France à intervenir en Libye. Il ne laisse personne indifférent. Comment analyse-t-il aujourd'hui ces deux crises? Vit-il la Libye comme un échec personnel ou non? L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy est le grand témoin de votre 64 minutes. Bienvenue à vous Bernard-Henri Lévy. Merci. Merci d'être avec nous. Alors pour ceux qui n'ont pas vu votre discours place Maïdan, je vous propose sans plus tarder de regarder un extrait. Peuple du Maïdan, Народ Майдану, vous avez un lien, un rêve qui vous rassemble. все єднає вас з нами. Ce rêve, c'est le rêve de l'Europe. Це правило, це і є Європа. Pas l'Europe des comptables, l'Europe des valeurs. Європа не бюрократів, а цінностей. Pas l'Europe des bureaucrates, l'Europe des principes. Європа не бухгалтерів, а Європа принципів. Pas l'Europe qui doute. Європа не та, яка сумнівається. Pas l'Europe fatiguée. Не Європа втомлена. L'Europe qui a foi en l'Europe. Voilà donc pour cet extrait. Bernard-Henri Lévy sur TV5 Monde. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer personnellement dans ce mouvement de contestation? On le rappelle, avant la chute de Viktor Yanukovych. Bien sûr. Ce discours, je l'ai prononcé parce qu'ils me l'ont demandé. J'ai été invité par la coordination de la contestation de ce qu'on appelait alors l'opposition à m'exprimer sur le Maïdan. Et pourquoi est-ce que je l'ai accepté? Parce que ça me semblait être un événement absolument majeur. La fin de l'Empire soviétique, la première défaite possible pour un autocrate nommé Vladimir Poutine, un magnifique mouvement de démocratie et de liberté. C'est pas souvent qu'on peut être le témoin et peut-être un peu plus que le témoin de cela. Alors, depuis votre déplacement à Kiev, Bernard-Henri Lévy, le président Yanukovych est parti. Comment analysez-vous aujourd'hui la situation? On voit qu'il y a quand même des tensions, notamment en Crimée. Bien sûr qu'il y a des tensions, mais en même temps, un gouvernement sera présenté donc dans les minutes qui viennent. Il sera composé vraisemblablement, d'après les dernières informations qui me sont arrivées, pour moitié de gens du Maïdan, de représentants de cette société civile qui a payé le prix du sang pour avoir le droit d'être libre. Donc il y a des tensions, mais tout de même dans un ciel qui s'est considérablement éclairci. Alors, nous avions dans la première partie de 64 minutes tout à l'heure le député européen Philippe Juvin en ligne, il était à Kiev, il nous disait qu'il fallait absolument éviter, selon lui, une lecture binaire de ce conflit. Vous avez évoqué en quelques minutes la fin, entre guillemets, de l'Union soviétique. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, Bernard-Henri Lévy, de tomber dans cette lecture binaire entre des pro-occidentaux, des pro-russes? Non, c'est pas pro-occidentaux et pro-russes. Et il ne s'agit pas d'avoir un discours binaire. Je pense que l'Europe occidentale, c'est mieux que l'Eurasie selon M. Poutine. Je pense que les droits de l'homme et la liberté, c'est mieux que les nostalgies communistes, staliniennes, voire fascistes de Poutine. Voilà, c'est pas être manichéen que de dire cela. Et ce que je vous dis là, une grande majorité, alors peut-être pas l'unanimité, du peuple ukrainien le pense. Ils veulent un vrai gouvernement honnête. Ils veulent en finir avec les pillards des richesses nationales. Ils veulent un minimum de transparence dans les affaires publiques. L'ex-premier ministre Bernard-Henri Lévy, Yulia Tymoshenko, était déjà aux affaires. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça marcherait? Certains qui ne sont pas pro-russes ont été au pouvoir, ça n'a pas marché. Oui, mais d'abord je vous dis pas que c'est elle qui sera la prochaine première ministre. Vitaly Klitschko. Mais pourquoi est-ce que ça marcherait? Il s'est passé quelque chose. Elle a prononcé un mot très important il y a 2 jours. Ce mot, c'est pardon. Elle a demandé pardon. Alors, les hommes politiques, même lorsqu'ils ont commis des graves fautes, ont droit au pardon lorsqu'ils reconnaissent. On verra. On est dans une vraie situation révolutionnaire qui change tous les jours, avec des acteurs nouveaux qui apparaissent. Ce sera peut-être ni elle, ni Vitaly Klitschko. Ce sera peut-être encore quelqu'un d'autre. On verra. Mais en tout cas, c'est pas être manichéen que de dire que les valeurs de l'Europe, c'est mieux pour les gens, pour les citoyens, c'est mieux que les valeurs véhiculées par Poutine. Alors, vous dites sur place, j'ai vu des Ukrainiens de la ville et des Ukrainiens venus des campagnes, des Tatars, on l'a dit, des Polonais, des Cosaques et des Juifs. Beaucoup d'autres, Bernard-Henri Lévy, ont aussi vu des ultranationalistes, des xénophobes et des antisémites. Vous ne les avez pas vus? Mais bien sûr qu'il y a un parti ultranationaliste qui s'appelle Svoboda.
qui fait partie de cette opposition. Mais est-ce que vous savez combien pèse le parti Svoboda en Ukraine ? Vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, c'est très simple. Aux dernières élections de 2012, il a fait 10%. Est-ce que vous savez combien il a un parti frère, Svoboda, en France, qui s'appelle le Front National, avec lequel il a signé un accord d'ailleurs en 2006 ou 2007, sous la houlette de Bruno Gollnisch et de Jean-Marie Le Pen. Le Svoboda, Front National. Il ne fait pas 10% de Front National en France. Il fait 15, 16, 18, peut-être 20, je ne sais pas. Donc il y a moins d'extrême droite aujourd'hui en Ukraine qu'il n'y en a en France. Mais elle n'est pas alliée à d'autres partis dits progressistes en France, l'extrême droite française. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'espère bien que cette alliance-là ne se fera pas. J'espère surtout que Svoboda baissera. Et d'après les sondages, je veux dire par là que j'en ai marre d'entendre les grincheux et les pisse-froids. Dès que quelque chose va dans le bon sens, ils ne voient que le mauvais côté des choses. Svoboda, aujourd'hui, d'après tous les sondages, ils sont même plus à 10%, ils sont à 5%. Autrement dit, le mouvement ne leur a pas profité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'essaie de voir, non pas que je sois un optimiste béat, mais j'essaie de voir tout de même quand un peuple se soulève, quand il prend le risque d'affronter les mitrailleuses, quand il sacrifie 80 des siens. Arrêtons de faire les pinailleurs en disant mais il y a bien sûr qu'il y a l'extrême droite. Bernard Olivier, vous vous souvenez de ce que vous faisiez où vous étiez le 15 septembre 2011 ? Je devais être à Tripoli ou à Benghazi. C'était à Benghazi, on va peut-être voir la photo à l'image. Benghazi, Kiev, deux images qui se ressemblent. Aujourd'hui, la Libye tente bon gré mal gré de se doter d'une nouvelle constitution, d'une assemblée constituante en tous les cas, qui adopterait la nouvelle loi fondamentale du pays. Vous suivez cette actualité ? Bien sûr. Bien sûr que je suis cette actualité. Je suis citoyen d'honneur de la ville de Misrata, comme je suis citoyen d'honneur de la ville de Sarajevo, et Misrata est cher à mon cœur, et la Libye, elle est dans mon cœur, et le peuple de Libye, comme le peuple du Maïdan auquel je m'adressais ce jour-là, il est avec moi, bien sûr. Je suis ça de très très près. Et vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que je vis l'histoire libyenne comme un échec personnel? Enfin, vous plaisantez. C'est une réussite. Là encore, arrêtons avec cette espèce de côté grincheux. Se débarrasser d'une dictature, c'est pas rien. Se débarrasser de la plus longue des dictatures du XXe siècle, d'une des plus longues, celle de Kadhafi qui avait duré 42 ans, c'est formidable. Mais là, vous voyez le verre à moitié plein. Non, donnez une chance à la démocratie. Donnez une chance à la démocratie. Donnez une chance à un Premier ministre démocrate et libéral, Monsieur Ali Zeidan, d'être en fonction aujourd'hui. Alors, on va regarder, Bernard Olivier, ce que disait un spécialiste de la région qui s'appelle Samuel Laurent. Il était notre invité le 13 novembre 2013. On regarde et puis après, on réagit. La seule chose sur laquelle on est réussi à se mettre d'accord, c'est qu'il faut que la loi de Libye soit exclusivement fondée sur la charia. Donc c'est pas véritablement une nouvelle qui devrait réjouir l'Occident. Et puis à côté de ça, l'armée, bien évidemment, il y a strictement aucune force militaire qui peut garantir la sécurité des frontières et puis à l'intérieur la sécurité des Libyens. On voit qu'à Benghazi, les représentants de la police ou les représentants de l'armée ou les représentants du renseignement se font exécuter quasi quotidiennement. Alors, la loi islamique, la charia, Bernard-Henri Lévy, des milices qui font régner la terreur dans pas mal d'endroits. Je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne le connais pas, donc je ne sais pas quel est son... Vous dites spécialiste de la Libye. Certains généraux disent la même chose, certains services secrets disent que c'est devenu un sahélistan, entre guillemets, Bernard-Henri Lévy. Mais c'est pas vrai. C'est pas un sahélistan. Il faut comparer ce qui est comparable. Si vous comparez à ce qui a pu se passer, ce qui se passe toujours en Irak, par exemple, ça n'a évidemment, on est à des kilomètres. Moi, ce qui m'intéresse aussi, verre à moitié vide, moitié plein, mais attendez, c'est le mouvement de l'histoire, c'est les femmes de Benghazi, les citoyens de Benghazi qui descendent à la rue pour dire non aux frères musulmans, pour mettre à sac leurs locaux il y a quelques semaines. Ça, c'était un moment important de l'histoire de la Libye. Pourquoi ne voir que les éléments négatifs? Et quant à la charia, je vais vous donner un scoop. La Libye est un pays à immense majorité musulmane. Voilà, c'est un scoop, mais je vous le donne. Qu'est-ce que je vous dise? Ils vont pas adopter la démocratie chrétienne. Ils vont pas brusquement faire un État laïque ou athée. Ça veut dire quoi? De surcroît, j'ajoute que la constituante n'est pas encore constituée, donc on n'en sait rien. Mais en effet, il est vraisemblable que les lois de la future Libye seront
en conformité avec les préceptes d'un islam que j'espère, moi, éclairé. Alors, la réalité des choses, c'est qu'il y a en Libye aujourd'hui 2 camps. Il y a un camp qui pense que cet islam auquel sera adossée la Constitution devrait être un islam éclairé, moderne, bougeant avec son temps, compatible avec les droits de l'homme. Et moi, ça, je suis pour. Et puis il y a d'autres, les frères musulmans, qui pensent que ça devra être un islam rigoriste, régressif et voire barbare. Alors Bernard, et je suis contre. Vous avez cité Sarajevo, il y a donc eu la Bosnie, vous êtes impliqué l'Ukraine, la Libye, la Géorgie également, on vous a vu à Tbilissi, il me semble. Oui. On vous voit moins sur la Centrafrique, par exemple, aujourd'hui, où il y a une guerre, où la France est engagée. Comment l'expliquez-vous ? Attendez, je suis pas... On va pas maintenant me faire le procès de ce que je ne fais pas, c'est le monde à l'envers. Ouais. Et puis je suis pas non plus au Venezuela. Et puis je ne suis pas non plus. J'étais il y a 12 ans. Mais ça crée chez certains sentiments. Ça peut vous paraître un peu dur, mais d'une sorte d'indignation sélective. Vous l'avez déjà vu, ça, Bernard-Henri Lévy. Mais sélective. Ça vous fait mal, ça, d'entendre ça ? Mais ça me fait pas mal, ça me fait marrer. Quand je m'occupais en 2000-2001, j'ai fait pour Le Monde une série de reportages sur les guerres oubliées. Les guerres oubliées, dont personne ne parlait, pas même vous, sur cette antenne ou sur d'autres. C'était des guerres africaines pour l'essentiel. C'était pas la Centrafrique, c'était le Burundi, c'était l'Angola, c'était le Sud-Soudan. Dont on parle beaucoup à TV5, Bernard-Henri Lévy. C'était les monts, la région des Grands Lacs, notamment. En 2000, les monts Nouba, pardonnez-moi, retrouvez les images que vous avez montrées des monts Nouba dans les années qui ont précédé l'année 2000. Retrouvez-les. On essaiera. Ben vous essayerez. On prend le pari. En 2001, avant 2001. À l'époque, on me disait « Ah, mais attention, vous avez une indignation sélective, vous ne parlez que de l'Afrique et vous ne parlez pas de l'Ukraine et de la Biélorussie. » Voilà. Aujourd'hui, on vous dit l'inverse. Aujourd'hui, on dit l'inverse. Moi, je suis pas ministre de la Défense. Je suis pas le patron des Nations Unies. Je suis pas. Vous comprenez ? Je n'ai aucune responsabilité. Je suis un simple citoyen qui a un petit pouvoir avec les mots, un pouvoir d'écriture. Oui. Je fais ce que je peux, comme je peux, au rythme où je peux. Oui. Et comment vous définissez Bernard-Henri Lévy ? Vraiment en un mot, est-ce que vous êtes un philosophe, intellectuel, journaliste ? Est-ce que vous êtes un activiste ? Un homme d'affaires, disent certains. Comment vous définissez ? Je me définis comme un intellectuel, un écrivain, qui est aussi un intellectuel engagé dans son siècle. Pourquoi pas ministre ? Nicolas Sarkozy, vous avez proposé le poste de ministre de la Culture, vous aviez refusé ? Mais parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je n'aime pas les honneurs, je n'ai pas de Légion d'honneur, j'ai pas de médaille, j'ai pas de rien de tout ça. François Hollande vous a proposé un ministère ou pas ? Non, mais personne ne me propose rien de tout ça parce que les gens savent très bien que ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme libre. De gauche ? Je suis maître de droite ? De gauche, mais surtout je suis maître de mon agenda. Je suis maître de mon calendrier. Je suis maître de me missionner moi-même quand je le souhaite et où je le souhaite. Bernard-Henri Lévy sur TV5 Monde. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes.